passe sans plus attendre la parole donc maintenant aux mémoires hostiles à Bernard Brunto. Merci, Monsieur le Président. Alors, le plan Schuman-Monet de ces cas suivi de celui de la CED a généré très tôt un discours violemment eurocritique où l'on s'effraie de l'ouverture des frontières, des transferts de souveraineté concernant la France éternelle pour les uns, le modèle républicain pour les autres. Alors, dans l'orage de colère hétéroclite, et ici je reprends l'expression de Jean-Marie Domnac en 1954, dans cet orage qui s'élève alors, on liste toutes les tendances anti-européennes, dont certaines sont amenées à se perpétuer pendant longtemps. Les communistes qui condamnent une machine de guerre impérialiste, les neutralistes qui stigmatisent évidemment la pression américaine, les gaullistes en guerre contre le principe de supranationalité, les maurassiens germanophobes, et aussi les capitalistes de l'industrie lourde qui restent arc-boutés sur leur idée d'entente privée. Et donc, un modèle critique s'est élaboré à ce moment-là, et tous les nostalgiques futurs d'une France totalement souveraine pourront y puiser durant les décennies suivantes. Mais cette hostilité principale, voire cette haine, s'est cristallisée, s'est condensée, s'est incarnée dans le couple Monet-Schuman très tôt. Ceci devenant en quelque sorte l'agent maléfique de cette rupture historique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hostilité, qui se repère bien dès les années 50, va renaître plus de 40 ans plus tard, 40-50 ans plus tard, lorsqu'il s'agira de vouer aux gémonies une Union européenne considérée comme néolibérale et adémocratique, et dont il faudra faire le procès en revenant sur sa genèse et donc sur ses lointains géniteurs. Alors je verrai deux choses. Je ferai d'abord le portrait, effectivement, le double portrait initial des années 50 et du début des années 60 concernant le couple Monet-Schuman. Et ensuite, nous nous intéresserons donc à ces années 90-2000, surtout autour finalement de la campagne pour le traité constitutionnel et le référendum de 2005 que vous connaissez, où nous aborderons donc ce procès rétrospectif tout à fait intéressant pour l'histoire des idées. Alors, dressons ce portrait initial qui finalement pour certains ne bougera pas beaucoup. Nous le verrons. Alors, faisant en janvier 1956 le bilan des initiatives communautaires dans l'année politique et économique dont il est le directeur, Bernard Laverne, qui a un profil plutôt socialiste coopérativiste, écrivait ceci. Les partisans zélés de tous ces projets européens se divisent en deux groupes principaux. Premièrement, d'une part, les cléricaux qui passivement prennent leur mot d'ordre au Vatican. Le pape ordonne. Tous les ultramontains de la petite Europe s'inclinent devant l'ordre venu de Rome. Et chacun sait que M. Robert Schuman n'est qu'un instrument passif entre les mains du pape, son supérieur, avec qui il est en rapport constant. Il lui obéit jour après jour, tel un jésuite obéit au supérieur de son ordre. Et voici le second groupe des démanteleurs de notre patrie. Il comprend les capitalistes, les bourgeois français, que la peur du communisme tenaille et qui croient trouver une protection contre ce péril en acceptant l'inféodation quasi totale de la France aux influences, voire aux exigences, quelles qu'elles soient, des États-Unis. Et ici, Jean Monnet est le propagateur inlassable de cette politique.
Rien d'étonnant, je poursuis, qu'ayant fait en France le minimum d'études, ayant toujours vécu dans les milieux de la haute finance la plus cosmopolite, où le sentiment national n'est pas le mobile prépondérant, ayant passé le plus grand nombre d'années aux États-Unis, où son esprit d'aventure sur le plan financier pouvait le plus se déployer, rien d'étonnant que M. Jean Monnet soit le type parfait de l'apatride. Voilà un portrait condensateur, condensé, qui précise les choses, et vous verrez que finalement ce double portrait changera avec quelques nuances, quelques atténuations. Alors effectivement, si l'on les détaille, le portrait de Schuman, ce portrait négatif, était facile à faire dans la mesure où, et d'ailleurs ce sera l'un des côtés par ailleurs positifs de la propagande positive autour de Schuman, c'est un homme frontière. Et par définition, l'homme frontière, évidemment, peut être accusé de travailler pour un pays autre et notamment pour une Europe allemande. Alors effectivement, à travers cette idée de l'homme frontière, c'est l'homme du projet allemand, hein, qui est mis en exergue. On parle d'une petite Europe allemande et vaticane, conforme au projet du romantisme politique allemand et à l'idéal du Saint-Empire. Alors effectivement, dans cette caractérisation négative de Schuman, on trouve l'écho de la fameuse thèse dénoncée en 1953, dans un article célèbre d'ailleurs de l'année politique, énoncé par l'historien Joseph Hour, professeur de Cagnes à Lyon, qui justement évoque cet idéal du Saint-Empire qui se retrouverait dans ce projet de petite Europe à 6. Et donc la thèse du Saint-Empire et de l'Europe vaticane et allemande imprègne, au-delà du personnage de Schuman, hein, pour caractériser cette Europe de la démocratie chrétienne majoritaire. On parle d'hommes du Moyen-Âge, apatrides et supranationales. Il est intéressant de voir que ce portrait de Schuman comme agent du romantisme politique allemand et de l'Europe vaticane se retrouve aussi est récupéré dans les rangs du PCF, du Parti communiste, où la Nouvelle Critique, par exemple, parle du Saint-Empire, effectivement, en reprenant des formules de Joseph Hour, mais on le retrouve aussi dans Esprit, hein, où on parle d'une fausse Europe chrétienne germanique. Alors, chez Monet, du côté de Monet, on a un autre portrait, et d'une certaine façon, comme on l'a vu ce matin, l'itinéraire, le parcours de Jean Monnet dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, circulant entre les continents, homme de la Banque internationale, familier des États-Unis, des administrations américaines, évidemment, prête le flanc à l'accusation, effectivement, donc de générer une Europe des affaires. L'Europe des affaires, c'est un thème qui va courir durant toute la construction européenne chez ses opposants. Un homme qui génère une Europe des affaires atlantiste, bien sûr. Alors on retrouve cela évidemment au Parti communiste français, très tôt d'ailleurs. On parle d'une économie de guerre inspirée par le capitalisme américain, qui lie les industries françaises par ailleurs au magnat de la Ruhr, qui renforce l'impérialisme américain dans une Europe de l'Ouest pour relever une RFA fasciste et revancharde. Et donc nous avons là effectivement cette image propellée par le TCF. Nous avons bien sûr l'accusation d'atlantisme et de fédéralisme chez les gaullistes, Jean Monnet incarnant cette double dimension. Et nous avons alors à l'extrême droite un discours encore plus offensif sur le thème du financier international. Le thème du financier international, alors qui apparaît à partir du milieu des années 50 et surtout dans la revue Lecture française, qui démarre en 1957. Alors c'est une critique qui démarre 55-57, finalement un peu plus tard que les autres critiques qui avaient démarré dès 1951-52, tout simplement parce que certains de ces ténors, je pense ici à Jacques Borgniou et à Henri Coston, sortent de prison seulement à ce moment-là, puisqu'ils ont été emprisonnés pour fait de collaboration, et que Borgniou et Henri Coston, qui vont animer Lecture française, étaient compagnons de cellule à l'île de Ré après leur condamnation.
Alors là, nous avons un détour tout à fait intéressant et où c'est la thématique du complot technocratique. La complot technocratique, incarnée par justement, la haute autorité de la CK prônée par Monet, qui elle-même a ses racines dans le thème du fameux complot synarchique, la synarchie d'empire, hein, qui était l'un des thèmes qui étaient sortis déjà de la fin des années 30 et des années 1940. Mais le complot technocratique ou synarchique s'insère pour Coston dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui est la fortune, celui de la fortune anonyme et vagabonde, et celle des oligarchies cosmopolites. Alors c'est le thème des financiers qui mènent le monde, hein, le titre d'un de ses livres, ou encore la haute banque et les trusts, ou l'Europe des banquiers en 1963. Hein. Alors ce sont des thèmes qui vont survivre pendant longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois ce portrait brossé, eh bien, les choses s'apaiseront. Nous en resteront dans certains groupuscules des extrêmes, bien sûr, et toujours au PCF, mais avec une atténuation très forte. Cela ne ressurgira véritablement, le procès, si vous voulez, le mythe négatif du couple Monet-Schumann ne va ressurgir que bien plus tard. Alors, je dirais que ce procès rétrospectif avec lequel nous terminerons a été facilité par la mythification, hein, du personnage, notamment de Monet, puisque le procès rétrospectif concernera plus Monet que Schumann, d'ailleurs, où Monet devient, comme on l'a dit récemment, une figure centrale de l'européisme officiel à travers la maison musée, à travers l'association mémoriale qui porte son nom, à travers la panthéonisation, bien sûr, et son élévation au titre de citoyen de l'Europe. Et donc, il y a là la construction évidente d'un récit des origines, hein, bien sûr, qui, avec la centralité de Monet au sein de ses pères fondateurs. Alors, je rappelle qu'il faut remettre ça en contexte, hein, cette mythification, hein, parce que c'est dans le contexte de la relance du projet européen dans les années 80, entre le Conseil de la déclaration de Stuttgart de 83, le Conseil de Fontainebleau de 84, celui de Milan de 1985, qui se déroule, comme vous le savez, dans une optique plus néo-fonctionnaliste qu'intergouvernementaliste, d'où la référence, évidemment, Monet et la mise en valeur d'un lycurgue un peu fondateur qui était nécessaire pour une Europe qui désespérément manquait de repères symboliques. Hein, et il en fallait un, comme les États-nations avaient leur propre symbolique. Alors cette identification de la nouvelle Union européenne à Monet et à son héritage facilite évidemment la mise en œuvre, la mise en cause, pardon, de l'ancien aspirateur de la CK et de la CET. Et un procès rétrospectif s'ouvre donc, qui va se lever parfois chez certains dans les anathèmes ouverts dans les années 50. Alors ce mythe négatif va donc apparaître après Maastricht, mais surtout se concentrer dans les années 2000, autour, un peu avant et après, du projet de constitution européenne et du référendum de 2005. Et c'est là que le thème apparaît, c'est la faute de M. Bonnet, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Chevènement en 2006. Alors, on peut remarquer ici, avant d'évoquer certains travaux, si vous voulez, que ce retour critique sur Monet est mené alors que le système Monet, justement, assimilé depuis les années 50 à la technocratie, à une Europe technocratique, tend pourtant à disparaître relativement, hein, puisque, au contraire, on voit une plus grande politisation de l'Union européenne, avec la montée en puissance du Parlement européen, avec bien sûr la tenue de référendums et une certaine incarnation des institutions qui faisaient défaut jusque-là. Mais comme vous le savez, les représentations sont tenaces et les faits rentrent difficilement dans l'univers des croyances. Alors, ce retour hostile sur Monet va d'abord prendre la forme d'une délégitimation savante, hein, qui voit dans l'œuvre mythifiée
de Monnet le révélateur de la nature non démocratique de l'Union européenne. Je donnerai ici quelques exemples de travaux souvent très sophistiqués, mais qui sont tenus par des personnes qui ne cachent pas leur appartenance à ce qu'un de mes collègues appelle la gauche radicale de la chair. Alors, autrice de la chair, oui. Autrice des origines du carcan européen, l'historienne Annie Lacroix-Rize, la grande amie de Gérard, et bien fait de Monnet, au début de la guerre froide, l'artisan de l'intégration du capitalisme français au sein de ses alliés rivaux hégémoniques américains et allemands, expliquant la situation de l'Union européenne comme justement une créature de l'axe germano-américain dont Jean Monnet est l'opérateur conscient. Auteur du mythe Jean Monnet, le politiste Marc Joly assure, lui, qui a assuré une position noniste de gauche extrêmement claire en 2005, il dévoile de façon très intelligente la fonction de ce mythe pour les élites, à savoir faire fonctionner des institutions éloignées du peuple. Je le cite, le mythe rêvé de toute élite au pouvoir, celui d'un despotisme éclairé en évitant la lumière. Auteur de L'Europe sociale n'aura pas lieu, les sociologues François Denord et Antoine Schwarz, qui sont chroniqueurs réguliers au Monde diplomatique, voient dans l'Union européenne libérale des années 2000 non un dévoiement du projet originel, mais au contraire son aboutissement le plus achevé. Et donc il y a un parfum antidémocratique qui imprègne la déclaration du 9 mai 1950, je cite, « des technocrates à la manœuvre qui contournent les voies démocratiques pour mener à bien leurs desseins. C'est ça, la méthode Monnet. » Enfin, auteur de Vichy à la communauté européenne, le politiste très bourdieusien Antonin Cohen déconstruit, lui, ce fameux récit des origines en repérant, dans le projet de 1950, les sources cachées d'une idéologie de troisième voie qui est passée par Vichy. Alors, ces analyses, dont certaines sont très sophistiquées, interviennent inévitablement dans un champ politique et social très clivé, autour justement de 2005, un peu avant ou un peu après, et ces analyses critiques, très critiques, ne restent pas dans un entre-soi académique. Et elles font l'objet d'usages très politiques, en se voyant, bien sûr, instrumentalisées, simplifiées, durcies, dans un certain nombre de pamphlets et par un certain nombre d'auteurs. Alors, on peut retrouver les références des travaux que j'ai indiqués à l'extrême gauche, bien sûr, dont on retrouverait ici dans des blogs de Mediapart, dans des articles, des dossiers du Monde diplomatique, au mouvement populaire d'éducation populaire d'Aurélien Vernier, dans les réseaux du PCF, à l'initiative communiste, et aussi dans la littérature mélanchoniste ou mélanchonienne. Je pense ici au Hareng de Bismarck, cet ouvrage si germanophobe écrit par notre ami. Et donc ici, dans les sites et les lieux que j'évoque, Lacroix-Rize, Cohen, Denord sont massivement utilisés pour délégitimer, mais alors de façon simplificatrice, bien sûr, l'Union européenne. Deuxième mouvance, si vous voulez, ce serait ce qu'on pourrait appeler nationale républicaine, néo-gaulliste, si vous voulez, autour du comité Valmy, par exemple, autour de Jean-Pierre Chevènement, bien sûr, qui fait la préface à Joly que j'évoquais tout à l'heure, dans la revue Causeur aussi, de façon discrète, etc. Ici, on utilise beaucoup, effectivement, la référence Marc Joly, et notamment sur cette critique de la méthode Monnet. Enfin, à l'extrême, à la droite, une droite plus dure, voire à l'extrême droite ou à la nouvelle droite. Je pense à la revue Éléments, je pense bien sûr à Valeurs Actuelles,
Et je pense bien sûr au pamphlet évoqué tout à l'heure de Philippe de Villiers, hein, écrit à sans doute plusieurs mains, où l'on retrouve les deux principales accusations finalement des années 50, durcies et référencées par l'utilisation massive du livre d'Antonin Cohen ou de François Denord, c'est-à-dire Monet, l'homme qui tire les ficelles depuis l'Amérique, Schumann, le sacristain de Jean Monnet, et avec évidemment une insistance sur les racines de l'Union européenne à Vichy. Alors, une minute de conclusion, ce que cela révèle, c'est une vision d'une construction européenne comprise comme un projet élitaire conscient dès le départ, qui viserait à s'abstenir des contraintes de la souveraineté populaire en créant un pouvoir sur l'État qui serait au-delà de l'État et dont le couple Schuman-Monet serait l'incarnation. Alors, il y a un biais évidemment, puisque nous savons là une conception globalisante et monolithique des élites, dont des travaux approfondis, sérieux, ont montré au contraire que l'Europe s'est construite dans le débat entre les élites et que les élites n'étaient absolument pas monolithiques. Je renvoie ici à des réflexions de Justine Lacroix ou aux travaux de Craig Parsons. Alors, sur l'accusation, je termine par cela, lorsqu'on présente Jean Monnet comme l'agent finalement d'un refus autoritaire du parlementarisme, c'est confondre, je crois, le but et les moyens. Monnet, Schuman et d'autres en Europe étaient des gens dont la génération, appartenant à une génération qui avait été marquée par la crise de la démocratie dans les années 30, qui étaient conscients, tout à fait conscients, que le levier totalitaire, que le levier des fascismes notamment, pouvait embrayer sur une mythification de la volonté générale, de la souveraineté absolue de celle-ci, de l'idéalisation du peuple et de la haine de la représentation. Et cet homme vive cette hantise après 1945, après 1950, la hantise de ce que l'historien Jacob Talmont, en 1952 justement, appelle la démocratie totalitaire. Et donc c'est le pouvoir technicien dont l'idée européenne de Monnet est un peu le réceptacle avec sa haute autorité, doit plus s'appréhender comme l'émanation d'un idéal constitutionnel libéral suspicieux, effectivement, et légitimement méfiant envers les emballements de l'opinion, que d'une idée consciente de contourner la démocratie. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce panorama très complet et très intéressant parce que du coup, on voit comment on réactive en quelque sorte des critiques anciennes dans un contexte politique nouveau. Je me permets juste de faire, avant de passer la parole, à trois remarques très rapides. C'est par rapport à un certain nombre d'ouvrages que vous avez cités, en particulier le mythe Jean Monnet. Je rajouterais que le paradoxe de cet ouvrage, c'est qu'en fait, il contribue à renforcer lui-même le mythe Jean Monnet en considérant que l'Europe qu'il critique est l'Europe de Jean Monnet, alors que vous expliquez bien que l'Europe de Jean Monnet n'est pas l'Europe d'aujourd'hui. Et donc, finalement, il y a un paradoxe tout à fait aberrant, c'est qu'en fait, il contribue à renforcer la figure du mythe en considérant que l'Europe d'aujourd'hui est l'Europe de Monnet, alors qu'en fait, on sait très bien qu'elle s'est profondément transformée. Par ailleurs, par rapport à un certain nombre de travaux que vous avez cités, c'est vrai qu'il y a aussi, et on en parlera dans le débat, une instrumentalisation politique de l'histoire. Et donc, il est évident qu'il y a un certain nombre des auteurs que vous avez cités dont leurs travaux ont été instrumentalisés, déformés. Et je pense en particulier à Antonin Cohen, dont les travaux ont été ostensiblement instrumentalisés. Et enfin, je rajouterai un dernier élément, c'est que dans cette galaxie de la réactivation de ces formes d'opposition violente et de la construction d'une figure totémique de Monnet, je rajouterai un dernier ouvrage qui est l'ouvrage d'Aquilino Morel,
issu du souverainisme de gauche, hein, qui s'appelle l'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe. Et là, on a encore un nouvel exemple d'instrumentalisation des travaux historiques, dont votre travail et dont beaucoup d'autres travails. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que Philippe de Villiers, le souverainiste de droite, il y a autant un souverainiste de droite qu'un souverainiste de gauche qui instrumentalise l'histoire.